Alors, concernant l'approche de l'avion, donc sur le rapport, on a la coupe verticale de la trajectoire de l'avion lors de l'approche, avec, ça j'ai déjà détaillé dans une vidéo précédente que j'avais rapidement fait, où on voit donc le glide de 3 degrés, qui est la pente qu'aurait dû suivre l'avion en finale, et on voit que l'avion est très très haut par rapport à ce plan qu'il aurait dû suivre, à savoir qu'il aurait déjà dû intercepter ce glide par le bas en étant donc en dessous. Euh, la question qui se pose donc directement quand on voit cette image-là, c'est qu'on a très certainement, mais bon c'est quasiment évident, une approche non stabilisée. Maintenant la question qui se pose c'est pourquoi on est arrivé sur une approche non stabilisée. Alors on va regarder la carte d'approche du terrain. L'équipage a été autorisé à la procédure NAWAPSHA, alors je vais prononcer bien, NAWAPSHA 2 alpha, qui est donc la procédure que l'on a ici. Donc la NAWAPSHA 2 alpha, c'est celle que l'on a ici. Et donc il consistait à passer par le VOR de NAWAPSHA, d'où le nom de la procédure, de suivre cette trajectoire sur une route 205 sur 75 nautiques pour rejoindre ensuite cette intersection ici pour aller intercepter un radial du VOR qui est ici et aller chercher le point Maclay. Donc ce point Maclay était le point sur lequel on effectue l'attente avant d'effectuer la procédure. Donc c'est un point qui est situé à 15 nautiques sur l'axe de piste. Ce que l'on a dans le rapport, alors c'est pas forcément très clair, c'est qu'il est dit justement que l'équipage peut rappeler au point Maclay à sa discrétion. Alors est-ce que l'équipage a suivi cette procédure donc avec la trajectoire complète ici, ou alors est-ce qu'il a donc été clairement autorisé à faire une directe, auquel cas une trajectoire plus comme ça, ce qui signifierait que la distance qu'il aurait parcourue était donc moins importante et donc il aurait eu moins de temps pour descendre, ce qui n'est pas une impossibilité. Autre chose qui n'est pas également détaillé dans le rapport, c'est le point de mise en descente de l'avion lors de sa croisière. Il faut savoir qu'avant d'arriver sur ces points-là, vous avez, alors je vais faire un dessin là, vous avez le profil de croisière, donc ça c'est la croisière, je vais mettre cruise, et vous avez ici ce qu'on va appeler un top of descent. Ce top of descent, il est calculé de façon à ce que, en fonction de la trajectoire qui est prévue derrière, que ce soit le point idéal de descente où l'avion va faire une descente quasiment tout le temps au ralenti jusqu'à aller chercher l'ILS. Donc si l'équipage a raté ce point de descente ou que le contrôle aérien a peut-être tardé à faire descendre l'avion, ça faudra le voir dans l'enquête, ce qui signifie que s'ils ont raté ce point de mise en descente, ils vont se retrouver bien trop haut sur le plan de descente, ils auraient dû se retrouver par exemple ici, et donc vous allez avoir un écart entre la trajectoire idéale de descente qu'ils auraient dû avoir et la trajectoire réelle qu'ils ont eue. Si en plus vous avez le contrôle aérien qui raccourcit encore plus sa trajectoire dans le cadre de cette procédure d'arrivée, vous allez vous retrouver encore plus haut par rapport à ce qui est prévu. Alors, en pratique, ça n'est pas vraiment un problème, puisque les procédures, elles prévoient ce genre de choses. Donc si on prend la procédure que l'équipage devait suivre ici, donc ça c'est l'approche ILS pour la piste 25 gauche, que l'on a ici. Alors ces cartes-là, on les récupère sur le site de l'information aéronautique du Pakistan, hein, c'est tout à fait public. On a donc la procédure ici, l'avion arrive sur le point Maclay, qui est donc ici. Il arrive ici, et s'il est trop haut, il doit rentrer dans le circuit d'attente de façon à tourner comme ceci, voilà, ou comme ceci, ça dépend du pattern qu'il doit prendre, pour pouvoir arriver à 3000 pieds, qui est l'altitude justement qui est requise pour l'arrivée. Donc dans le cas présent, le contrôle aérien avait bien autorisé l'avion à descendre jusqu'à 3000 pieds, et donc il devait atteindre Maclay à 3000 pieds. Mais si on regarde sur le rapport, on s'aperçoit qu'en fait à Maclay, que l'on a donc ici,
l'avion, il est ici, il se situe, il passe Mâcli, en fait, à une altitude, ce qui est noté dans le rapport, de 9780 pieds. Voilà, noté 9780 pieds. Alors que s'il avait eu un profil de descente qui avait été correctement géré, il aurait dû arriver à 3000 pieds, il aurait dû arriver ici. Donc on est sur un plan d'arrivée qui est très très haut par rapport à ce qu'il aurait dû avoir. Maintenant, ce n'est pas forcément un problème. Il serait rentré dans son circuit d'attente, il aurait perdu cette altitude-là, il aurait tourné pour ensuite arriver à Mâcli, ensuite ici, voilà, à 3000 pieds. Et il aurait pu poursuivre ensuite son approche standard, quoi. Voilà. Autre chose qu'on va noter ici, il y a également une vitesse qui est imposée, max 230 nœuds. Et dans le rapport, on a une vitesse qui est notée, on nous dit qu'il était à 245 nœuds, justement. Et donc on est sur une vitesse qui est 15 nœuds au-dessus de ce qui est normalement imposé par la procédure. Alors pourquoi on aurait une vitesse qui est aussi élevée? Tout simplement parce que l'avion est en descente, et donc en descente il va prendre de la vitesse. Donc l'avion était en mode ce qu'on appelle Open Descent, c'est un mode sur Airbus, Open Descent. C'est un mode qui permet de s'affranchir des contraintes de la trajectoire, et notamment si sur la trajectoire sont imposées des altitudes de passage. Là, l'équipage a donc opté pour ce mode de descente, pour notamment également essayer d'avoir la descente la plus rapide possible. Ce qu'on note aussi également, c'est que le train a été sorti ici. Voilà, le train a été sorti à 7221 pieds, à une distance de 10 nautiques 5, on va y revenir après. Pourquoi? C'est que l'équipage voulait certainement sortir le train pour créer de la traînée et donc forcer l'avion à descendre plus vite, ce qu'on note également dans la trajectoire qui suit derrière. Vous avez une trajectoire avec un piqué qui est plus prononcé, qui est directement en relation avec le train qui a été sorti. Je reviens sur ce mode Open Descent. Alors, ça c'est un mode qui est propre à Airbus. Je ne suis pas un spécialiste d'Airbus, je connais un petit peu le mode Open Descent. Juste pour vous indiquer, ça consiste à annoncer une vitesse, on va sélectionner une vitesse. L'avion va maintenir cette vitesse en mettant les moteurs au ralenti. C'est-à-dire que les moteurs affichent le moins de puissance possible. Et l'avion va gérer l'assiette de façon à pouvoir maintenir cette vitesse en descente. C'est justement ce mode Open Descent. Donc ça, c'est le mode qui a été utilisé par l'équipage à ce moment-là. Revenons sur la sortie du train. Ce n'est pas une procédure standard de sortir le train aussi haut. Alors ce n'est pas interdit, mais là l'équipage a vraiment cherché à augmenter le taux de descente pour aller rattraper son plan de descente, mais ils étaient beaucoup trop hauts, c'était pas suffisant. Voilà. Ensuite, ce qu'on note aussi, c'est que lorsque l'avion était à une distance d'environ 10 nautiques, on a le contrôle aérien qui propose à l'équipage de faire une orbite, c'est-à-dire de faire un tour, comme s'il était rentré dans le circuit d'attente, pour pouvoir perdre cette altitude et arriver correctement sur l'ILS. Et visiblement, l'équipage aurait annoncé au contrôle aérien qu'il n'y a pas de souci, qu'ils pouvaient continuer, ils étaient bons. Quand on voit le profil de descente, on se pose vraiment des questions. En tout cas, ça a été proposé par le contrôle, et pas seulement qu'une fois, même plus tard. Le contrôle donne un cap 180 à l'équipage, c'est-à-dire qu'en gros, ce cap lui impose de tourner à gauche et donc d'annuler l'approche. L'équipage, visiblement, n'a pas du tout suivi ça, ils ont continué à poursuivre leur approche. Donc on a visiblement un équipage qui est tunnelisé dans son approche. Pourquoi ça va être l'enquête qui va permettre de le déterminer, quoi. On poursuit cette approche-là, l'avion arrive quand même à intercepter son plan de descente lorsqu'on arrive ici à un peu moins de 5 nautiques. Et chose surprenante, on a l'équipage qui rentre le train, ils sont actuellement là à 1740 pieds, ils rentrent le train au moment où ils arrivent sur le glide. Alors ça c'est quand même assez étonnant. Pourquoi avoir rentré le train? Ce qui est possible, ça c'est le CVR qui va nous renseigner sur qu'est-ce qui s'est dit dans le cockpit. Il est possible qu'il y ait eu la rentrée du train de façon à pouvoir faire une remise de gaz et donc repartir.
On voit justement que le plan de descente ici, il est un peu moins prononcé. Alors ça peut s'expliquer par le fait que le train étant rentré, il faut également continuer à réduire la vitesse, parce que quand on voit la vitesse qui est ici, on est sur une vitesse qui est encore très élevée, de l'ordre de 250 nœuds, et on est seulement à 5 nautiques de la piste, ce qui est encore très très élevé comme vitesse. Donc il faut encore continuer à casser cette vitesse. Le problème, c'est pourquoi avoir rentré ce train et ne pas avoir fait de remise de gaz derrière. C'est ça qui est assez surprenant. Voilà, une action de pilote qui montre qu'on avait peut-être des équipages qui étaient peut-être en désaccord sur ce qu'il fallait faire. Il y en avait qu'un qui pouvait peut-être dire on remet les gaz, et l'autre qui voulait peut-être poursuivre. Donc là, on a vraiment un dialogue équipage où on se pose des questions. Voilà. D'autant plus qu'on sait que le train fonctionnait correctement, puisque dans les vidéos qui ont suivi, juste avant que l'avion se crache, on voit bien que le train est correctement sorti, et les éléments d'investigation du rapport montrent qu'il n'y avait pas de souci particulier visiblement sur le train, il fonctionnait correctement. Voilà. Donc là, vous avez clairement un profil de descente qui est totalement atypique. Autre chose que l'on a, c'est les flaps. On voit ici que on a flaps 1 qui a été sélectionné, et on a une vitesse qui est justement bien trop élevée, justement dans ce cas-là, avec donc une vitesse qui va passer même au-dessus de 250 nœuds, ce qui va entraîner une survitesse, donc un overspeed. Alors cet overspeed, j'ai noté sur un tableau que l'on avait du 320, vous avez ce tableau-là, et donc on voit que la position 1, ça correspond en fait à une vitesse maximale de 230 nœuds. Si vous êtes au-dessus de 230 nœuds, vous avez l'alarme overspeed qui va s'allumer. Et ça correspond à un déplacement des becs de bord d'attaque de 18 degrés. Par contre, les volets ne sont pas encore sortis. Donc on a l'alarme overspeed qui est également active. Et plus tard, vous avez le Flaps 3, qui est la configuration correcte pour l'atterrissage. Vous pouvez vous poser en Flaps 3 sur un Airbus. Et là, on se rend compte, si on met en corrélation avec la vitesse que l'on a là, on est aux environs de 225 nœuds. Or, quand on regarde sur ce tableau, la vitesse max, elle est de 185 nœuds. Donc là encore, vous êtes au-dessus de la vitesse et vous avez cette alarme d'overspeed qui va forcément se mettre en marche. Alors ce qu'il faut également bien être conscient sur ce graphique, ce n'est pas nécessairement la position des becs de bord d'attaque ou des volets, c'est la position de la manette. Comme c'est noté, c'est flap lever position, donc c'est la manette qui est sélectée. Donc là, on a ce qui est sélecté dans le cockpit, ce qui n'est pas forcément la position réelle des volets et des becs de bord d'attaque. L'avion peut très bien, ça je connais pas la 320 suffisamment pour le dire, mais l'avion peut certainement limiter la sortie des volets si la vitesse n'est pas correcte. Ça, c'est plus des pilotes qui connaissent vraiment la 320 qui pourront le dire. Voilà. Donc on a déjà ces éléments qui sont intéressants. Dernier élément que l'on a, c'est également le GPWS, donc l'alarme de proximité du sol, qui là aussi s'est déclenché, puisqu'on a un taux dans le rapport qui nous indique ici qu'on est à plus de 2000 pieds minutes de taux de descente, ce qui est beaucoup trop fort à une telle altitude. On devrait plus être, j'ai fait des calculs, on devrait être plus dans les 800 pieds, 850 pieds de taux de descente, ce qui signifie qu'en fait le système calcule qu'il va impacter le sol assez vite et il se déclenche. Donc vous avez en fait 3 alarmes qui vont se déclencher dans le cockpit en finale. L'overspeed, le train qui n'est pas sorti qui va aussi couiner, le GPWS qui va hurler. Autant dire que dans le CVR, vous avez certainement une ambiance sonore qui doit être hallucinante, ce qui ne doit pas aider les pilotes également à prendre des bonnes décisions.